Au cœur des ténèbres met en scène Marlowe, un jeune officier britannique engagé par une compagnie belge et qui remonte le fleuve Congo à bord d'un bateau à vapeur. Il est chargé de rejoindre Kurtz, qui dirige un comptoir au cœur de la jungle. Kurtz est un efficace collecteur d'ivoire, impitoyable, dont Marlowe ne cesse d'entendre parler jusqu'à ce qu'il le retrouve. Et le récit débute et s'achève en Angleterre, sur la Tamise. Et sur le bateau, Marlowe raconte son histoire. Le récit de Conrad s'ouvre sur l'évocation des contraintes que la nature impose à l'homme, forcé de composer avec. Le yawl de croisière, la Nelly, rappela sur son ancre sans un frémissement des voiles et s'immobilisa. La mer était étale, le vent presque tombé, et comme nous devions descendre le fleuve, la seule possibilité était de s'embosser et d'attendre le reflux. Une présence animale, au Congo, fait l'objet d'une anecdote. C'est le vieil hippopotame dont un Européen ambitieux, celui qui est chargé de faire fabriquer des briques, mais qui n'en fait pas fabriquer, parle à Marlowe. C'était un vieil hippopotame qui avait pris la mauvaise habitude de sortir sur la berge et de rôder, la nuit, dans l'enceinte du poste. Les pèlerins sortaient alors comme un seul homme et déchargeaient dans sa direction tous les fusils qu'ils pouvaient trouver. Certains avaient même monté la garde des nuits entières pour l'attendre. En pure perte, remarquez bien. Cet animal a une chance de tous les diables, dit-il, mais on ne peut dire ça que des brutes dans ce pays. Il n'y a pas un homme, vous m'entendez, pas un ici, qui ait ce genre de chance. Seule la présence animale semble faite pour ce lieu. Le propos de l'Européen suggère bien que l'humain disparaît dans ce milieu. Le vieil hippopotame n'est cependant pas la première évocation animale dans Au cœur des ténèbres. Lorsque Marlowe raconte à ses compagnons comment est née en lui l'envie de s'aventurer en Afrique, il explique que sa passion des cartes l'a amené à ressentir une fascination pour l'Afrique, dans un passage à forte connotation autobiographique. Depuis mon enfance, l'espace avait eu le temps de se remplir de rivières, de lacs, de noms. Ce n'était plus un espace vide et merveilleux de mystère, une étendue faite pour inspirer des rêves grandioses à un jeune garçon. C'était devenu un lieu de ténèbres. Mais il contenait un fleuve en particulier, un fleuve grand et puissant qui apparaissait sur la carte, tel un immense serpent déroulé, la tête dans la mer, le corps immobile, et incurvé sur un vaste pays, et la queue perdue loin à l'intérieur des terres. Comme je contemplais cette carte dans une vitrine, il se mit à m'hypnotiser comme un serpent ferait à un oiseau, un stupide oiseau. Puis je me souvins qu'il y avait une grosse entreprise, une compagnie commerciale sur ce fleuve. Nom d'un chien, me dis-je. Ils ne peuvent pas faire du commerce sans utiliser les embarcations quelconques avec autant d'eau douce. Des bateaux à vapeur. Cette référence au serpent se prête à tout un échafaudage de lecture, évidemment. Avec le serpent, l'exotisme fait irruption dans le récit, avec l'attrait de l'ailleurs et la promesse de péril. Toutefois, cet exotisme est aussitôt miné par l'hypotexte biblique qui confère une portée symbolique évidente à l'évocation. Le Congo se présente de la sorte comme le lieu de la tentation, pour qui a le goût de l'aventure, ou simplement la soif de l'ivoire pour s'enrichir, comme le lieu de l'initiation, avec la découverte des ténèbres de la nature humaine, telle une initiation à la connaissance du bien et du mal, et comme le lieu de la source d'un pessimisme profond, fondé sur la conception d'une nature humaine coupable. Il me semble que ce n'est pas surinterprété que de chercher à éclairer le nom du personnage Marlowe, par la référence au serpent, puisque le narrateur nous dit que le récit, symbolique, éclaire ce qui est autour de l'histoire. Je cite, « Les fables de marins sont simples et directes, et tout leur sens se ramène à peu de choses au fond. Mais Marlowe n'était pas typique, mis à part sa tendance à fabuler. Et pour lui, le sens d'un épisode n'était pas au fond, comme la vérité dans un puits, mais autour. Il enveloppait le conte, qui le révélait simplement comme une incandescence révèle une vapeur, semblable à ces halos brumeux que rend parfois visible la réverbération de la lune. » Conrad lui-même joue avec le sens étymologique du nom du personnage Kurtz par la voix de Marlowe. Kurtz, cela veut dire petit en allemand, hein ? Eh bien, il y avait autant de vérité dans son nom que dans sa vie en général, et dans sa mort. Il faisait au moins 7 pieds. La couverture avait glissé, Kurtz agonise, et tel un linceul, elle découvrait un corps atroce et pitoyable. Le corps du personnage a beau mesurer 7 pieds, c'est-à-dire plus de 2 mètres, son nom révèle une petitesse, une mesquinerie, à relier à son appétit d'ivoire, qui contraste avec la grandeur que lui attribuent les autochtones, qui l'admirent et même le vénèrent, telle une idole. De même,
À propos du narrateur qui assume l'essentiel du récit, si l'on considère l'onomastique, elle est éclairante, car elle renvoie au rival de Shakespeare, le dramaturge Christopher Marlowe, avec un E, né en 1564 et mort en 1593, qui a contribué à faire de Faust un mythe avec sa tragédie, la tragique histoire du docteur Faust, en 1589. Or, n'y a-t-il pas quelque chose de faustien chez Kurtz, prêt à perdre son âme par cupidité? Lorsque Marlowe entend les propos que lui tient l'agent chargé de la fabrication des briques, tout à ses intrigues, il se dit en son fort intérieur « Je le laissais continuer, ce Méphisto de papier mâché. » Au cœur des ténèbres, met en scène à bien des égards la tragédie de l'âme. Ainsi s'explique le cri de Kurtz au moment de mourir, cri à résonance shakespearienne. Cette horreur, songeons à Macbeth en particulier. C'est moi qui l'ajoute, songeons à Macbeth. La navigation sur le fleuve Congo et la découverte de ses rives sont de fait présentées par le narrateur Marlowe comme l'exploration d'un véritable enfer, dont les trous rappellent les cercles de l'enfer dans la Divine Comédie de Dante. J'évitais un vaste trou artificiel qu'on avait creusé à mi-pente, dont la destination m'échappa. En tout cas, ce n'était ni une carrière, ni une sablonnière. C'était juste un trou. Il avait peut-être un rapport avec le désir philanthropique de donner aux instincts criminels, de donner aux criminels quelque chose à faire. Je ne sais pas. Et puis je faillis tomber dans un ravin très étroit, à peine une balafre sur le flanc de la colline. Je découvris qu'on y avait jeté en vrac tout un lot de tuyaux de drainage importés pour le village. Pas un n'était intact. C'était un gâchis absurde. Enfin, j'arrivai sous les arbres. J'avais l'intention de me promener à l'ombre un moment, mais je n'y étais pas plus tôt que j'eus l'impression d'avoir pénétré dans le cercle sinistre de quelque enfer. En outre, pour confirmer mon interprétation onomastique, rappelons que le dramaturge Marlowe est connu pour sa tragédie « Le massacre à Paris », qui évoque la Saint-Barthélemy. De fait, Au cœur des ténèbres, présente le fait colonial au Congo comme un massacre. D'ailleurs, les références aux carcasses d'animaux dans le récit de Marlowe confèrent une atmosphère de décomposition qui contraste ironiquement avec l'ambition d'édification présente dans les discours des turiféraires de la colonisation. Le bateau de Marlowe n'échappe pas à la comparaison avant d'être remis en état de marche. Je m'étais adossé contre l'épave de mon vapeur qu'on avait halé sur la pente, telle la carcasse de quelque gros animal du fleuve. Les corps des hommes eux-mêmes sont assimilés à des carcasses. On leur voyait toutes les côtes. Leurs articulations ressemblaient à des nœuds sur une corde. Dans ce contexte, la quête de l'ivoire fait perdre l'esprit. Un relent de rapacité invincible soufflait sur tout cela, tel un effluve de charogne. La présence agressive des mouches symbolise de ce fait un monde rendu hostile par la brutalité des appétits et des comportements. Je cite, « De grosses mouches bourdonnaient diaboliquement. Elles ne piquaient pas, elles poignardaient. » Dans une note à son édition, Catherine Papeau-Musard rappelle d'ailleurs que Belzébuth est le seigneur des mouches. Certains auteurs ont exploité cette référence par la suite. Une averse ininterrompue de petites mouches ruisselait sur la lampe, note Marlowe, alors que Kurtz vit ses derniers instants. Cette atmosphère de décomposition contraste avec la vitalité sauvage des hommes noirs. Il est à noter que dans Cahiers d'un retour au pays natal, les images de décomposition sont aussi présentes, avec la même intention sarcastique à l'encontre des discours colonisateurs, reposant sur l'ambition d'édifier et de civiliser. Au bout du petit matin, l'échouage hétéroclite, les puanteurs exacerbées de la corruption. Césaire pose un diagnostic implacable sur le sort des Antilles, dont les symptômes sont ceux d'une terre malade avec les hystéries, les perversions, les arlequinades de la misère, les estropiments, les prueries, les urticaires, les amas tièdes de la dégénérescence. Ici, la parade des risibles et scrofuleux bubons, les coutures de microbes très étranges, les poisons sans alexithère connus, les sanies de plaies bien antiques, les fermentations imprévisibles d'espèces putrescibles. Est-il surprenant, dans ce contexte de décomposition, de lire « Et le fouet disputa au bombillement des mouches la rosée sucrée de nos plaies ». Dans le poème de Césaire, l'animalité est inscrite au cœur du texte, avec les évocations dépréciatives, Anton de l'Espérance et Punaise de Moisillon, des Linky si je puis dire. Toutefois, le bestiaire convoqué par le poète dès l'ouverture du Cahier d'un retour au pays natal comporte aussi un fleuve de tourterelles qui invite à remonter aux sources pour le déraciner. Je
cite, « Puis je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus, plus calme que la face d'une femme qui ment. Et là, bercé par les effluves d'une pensée lasse, je nourrissais le vent. Je délaçais les monstres, et j'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane, que je porte toujours dans mes profondeurs à hauteur inverse du 20e étage des maisons les plus insolentes, et par précaution contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires, arpentées nuit et jour d'un sacré soleil vénérien. » L'esprit du poète est hanté par les animaux qui symbolisent son milieu d'origine. Notons le pluriel, un fleuve de tourterelles, qui contraste avec le singulier apostrophé, hanneton, punaise, signe d'un individualisme associé à l'Occident. Le paradis dont il est question est un jardin terrestre, conformément à l'étymon persan. Séparer artificiellement, ou du moins strictement, l'humain de l'animal dans une perspective héritée du cartésianisme n'a pas de sens pour Césaire, qui évoque avec humour et affection l'animalité subitement grave d'une paysanne, urinant debout, les jambes écartées, roide. Nous allons de ce fait considérer l'animalité de l'homme dans un second temps. Animalité dénoncée par Conrad, comme je vous l'ai dit, animalité revendiquée par Césaire. Césaire évoque pourtant à partir de l'édition de 1947 des représentations inquiétantes du brouillage des frontières entre l'homme et l'animal. Je dis bien à partir de 1947, et non pas dans la version publiée en 1939. Partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serais un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Les légendes des hommes hyènes renvoient en particulier aux récits soudanais et les hommes panthères à des pratiques traditionnelles ancestrales. Les récits médiévaux occidentaux comportent eux aussi des évocations d'êtres mi-hommes, mi-animaux, si l'on songe au bisclavré, le loup-garou dans Le lait de Marie de France, bien connu, et les lecteurs de l'Odyssée, dont je ne doute pas qu'il y en ait dans la salle, peuvent penser aux sirènes, ces créatures mi-femmes, mi-oiseaux, dans le contexte antique. Le propos de Césaire n'est toutefois pas de convoquer une animalité exotique ou un bestiaire fabuleux, mais de créer une rupture, partir. La violence exercée à l'égard de certains opprimés, quels qu'ils soient, est le signe d'un regard porté sur eux qui les déshumanise. Un chiot. Primo Levi évoque à ce sujet dans le chapitre 10 de Si c'est un homme, le regard du docteur Panwitz à son égard. Primo Levi, vous savez, qui a subi donc la déportation à Auschwitz. Regard du docteur Panwitz à son égard, regard donc semblable à celui que l'on porterait sur un poisson ou un insecte, mais pas sur un être humain. Je cite Primo Levi. Quand il eut fini d'écrire, il leva les yeux sur moi et me regarda. Depuis ce jour-là, j'ai pensé bien des fois et bien des façons au docteur Panwitz. Je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur de cet homme, comment il occupait son temps en dehors de la polymérisation et de la conscience indo-germanique. Et surtout, quand j'ai été de nouveau un homme libre, j'ai désiré le rencontrer à nouveau, non pas pour me venger, mais pour satisfaire ma curiosité de l'âme humaine. Car son regard ne fut pas celui d'un homme à un autre homme. Et si je pouvais expliquer à fond la nature de ce regard, échanger comme à travers la vitre d'un aquarium entre deux êtres différents, j'aurais expliqué du même coup l'essence de la folie du Troisième Reich. Tout ce que nous pensions et disions des Allemands prit forme en cet instant. Le cerveau qui commandait à ses yeux bleus et à ses mains soignées disait clairement « Ce quelque chose que j'ai là devant moi appartient à une espèce qu'il faut supprimer ». Il est admirable que Césaire confère une portée universelle à son combat en faveur de la reconnaissance de l'humanité de ses semblables, quels qu'ils soient, en rejetant l'écueil du communautarisme. La formule « mon île, non clôture » ne fait pas uniquement référence au métissage dont est empreinte la Martinique. Le poète est celui qui abolit les frontières. C'est pourquoi, à partir de la version du Cahier d'un retour au pays natal, publié en 1947 par Bordas, le, je cite, « nègre inconsolé qu'est Césaire », selon la formule de Roger Toumson et Simone-Henri Valmore, se fait un homme juif, après les persécutions antisémites lors de la Seconde Guerre mondiale. Convergence des combats. Alors que Kipling chante les bienfaits de la colonisation,
Conrad dénonce pour sa part l'animalité des explorateurs, censés pourtant incarner la supériorité de l'homme, de l'Europe, sur les sauvages. Dès le début du récit, le romancier invite le lecteur, à travers la voix de Marlowe, à renverser les perspectives et à faire des rapprochements. Je vous rappelle que nous ne sommes que en 1899. Voici ce que dit Marlowe. « Je pensais à des temps très anciens. La première fois que les Romains sont arrivés ici, il y a 1900 ans, l'autre jour. La lumière est sortie de ce fleuve depuis. Les chevaliers, dites-vous? Oui, mais c'est comme un incendie qui embrase la plaine, comme un éclair dans les nuages. Notre vie, c'est le tremblotement de lumière. Puisse-t-il durer aussi longtemps que continue à tourner cette vieille terre? Mais les ténèbres étaient là hier. Imaginez ce qu'a ressenti le commandant d'une superbe, trirème en Méditerranée, quand il a reçu brusquement l'ordre de se diriger au nord, de traverser les Gaules à toute allure, de prendre la responsabilité d'un de ces petits bateaux que les légionnaires, il faut croire que c'était des garçons qui savaient travailler, construisaient apparemment par centaines en un mois ou deux, si nous devons en croire les livres. Imaginez-le ici, le vrai bout du monde. Une mer couleur de plomb, un ciel couleur de fumée, et une espèce de bateau à peu près aussi raide qu'un concertina. Et il remonte ce fleuve avec des provisions ou des ordres, ce que vous voudrez. Des bancs de sable, des marécages, des forêts, des sauvages. À peu près rien à manger qui soit digne d'un homme civilisé, et seulement l'eau de la Tamise à boire. Pas de vin de Falerne, pas de descente à terre. Dans ce passage admirable, Conrad invite le lecteur conservateur de la revue Blackwood, qui publie Heart of Darkness, à se projeter au temps des Romains, où les sauvages, ce sont les ancêtres des Anglais. Ce décentrement prépare le lecteur à considérer la sauvagerie des Occidentaux au Congo. Il n'est pas surprenant que Gide ait dédié à la mémoire de Conrad son ouvrage « Voyage au Congo », publié en 1927, et dans lequel il déplore les conditions de vie épouvantables des autochtones qui travaillent à la construction de lignes de chemin de fer. Avant Césaire, Conrad s'insurge contre le sort réservé au Congo aux autochtones, traités comme des bêtes. Enchaînés, six noirs, je cite, avaient autour des reins des chiffons noirs, dont les extrémités s'agitaient en cadence par derrière, comme une queue. L'entreprise coloniale est décrite par Marlowe comme un dressage, et non comme une édification des autochtones. Tel est le cas lorsqu'il évoque l'homme chargé de la chaudière sur son vapeur. Un homme noir. C'était un spécimen amélioré. Il pouvait activer une chaudière verticale. Il se tenait là, en contrebas, et par Dieu, le regarder était à peu près aussi édifiant que de voir un chien de cirque, obligé de marcher sur les pattes arrière et de porter un pantalon et un chapeau à plumes. Voilà ce que quelques mois de dressage avaient fait de ce superbe garçon. Césaire s'indigne lui aussi de la vision animale que l'on a eu tendance à avoir à propos de ses frères de couleur. Il n'est point vrai que nous parasitons le monde. Le poète joue avec les topoi racistes, les clichés racistes, lorsqu'il évoque un nègre grand comme un pongo, c'est-à-dire un singe. Il se révolte contre l'injustice subie car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Cette image exprime avec force le devoir d'engagement de qui assiste au spectacle de l'oppression d'un être humain. C'est pourquoi le poème de Césaire comporte autant de négations, signe du refus d'un regard qui animalise, voire réifie une partie de l'humanité. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la négrerie, que nous sommes un fumier ambulant, hideusement prometteur de canne tendre et de coton soyeux, et l'on nous marquait au fer rouge, et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Irlande coûtaient moins cher que nous. Et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses actes. La référence à l'animalité est ambivalente. Elle est un outil de dénonciation de la déshumanisation subie, mais elle peut aussi servir à dénoncer le déracinement imposé. Le, je cite, « nègre grand comme un pongo qui essayait de se faire tout petit sur un banc de tramway est certes de haute taille, ce qui lui donne un air maladroit dans des transports en commun inadaptés à sa stature. Mais sa grandeur est aussi à entendre au sens premier de ce qui dépasse, en l'occurrence la mesquinerie des femmes qui rient à son encontre, et la lâcheté du poète qui arbore un sourire complice avec ces dernières. Cet être déraciné, sublime en son milieu et ridicule lorsqu'il en est extrait,
est un nouvel albatros, je l'avais évoqué dans ma conférence précédente, si l'on songe que dans le poème de Baudelaire, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Pour bien marquer que le passage concerné du cahier d'un retour au pays natal constitue une variation autour de l'albatros, Césaire met en valeur typographiquement l'expression « comique et laid », employée à 3 reprises, expression reprise du poème de Baudelaire. Comme il le fait lorsqu'il évoque la mort de Toussaint Louverture dans le fort de Joux, dans le Jura, Césaire joue avec les connotations du blanc et du noir pour gorger de valeur les références au noir. Mais qu'est-ce qui rend ce nègre grand comme un pongo comique et laid? Lui naguère si beau, a-t-on envie d'ajouter, porté par l'élan d'Albatros de Baudelaire. C'est que cet être est la proie de la misère, assimilé à un oreillard, c'est-à-dire une chauve-souris. Et tout l'avait laissé, le laissait. Son nez, qui semblait une péninsule en dérade, vous entendez tous, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Je reprends maintenant donc la citation de Césaire, mais ça fait sens. Et tout l'avait laissé, le laissait. Son nez qui semblait une péninsule en dérade, et sa négritude même qui se décolorait sous l'action d'une inlassable mégie. Et le mégicier, donc le travailleur de la peau étant peut-être le problème du racisme, ai-je la peau blanche, ai-je la peau noire ou autre, si tant est que blanc et noir ait un sens, et le mégicier était la misère, un gros oreillard subi dont les coups de griffe sur ce visage s'étaient cicatrisés en îlots scabieux. Ou plutôt, c'était un ouvrier infatigable, la misère, travaillant à quelques cartouches hideux, donc cartouches œuvres d'art. On voyait très bien comment le pouce industrieux et malveillant avait modelé le front en bosse, percé le nez de 2 tunnels parallèles et inquiétants, allongé la démesure de la lippe, et par un chef-d'œuvre caricatural, raboté, poli, verni, la plus minuscule, mignonne petite oreille de la création. Dans ce passage, l'homme noir qui est décrit sur le mode de l'ekphrasis apparaît sublime et grotesque, pour reprendre les termes romantiques consacrés depuis la préface de Cromwell, et que nous invite à considérer la référence à Cyrano de Bergerac, vendange tardive du drame romantique en 1897. Le nègre est présenté comme, nègre entre guillemets évidemment, comme monstrueux, par un jeu avec les stéréotypes racistes sur l'apparence physique des Noirs, comme si tous se ressemblaient et se confondaient en une même espèce, si l'on peut dire. Conrad, à travers la voix de Marlowe, joue justement dans son récit aussi, avec cette idée que finalement, les autochtones du Congo se ressembleraient tous. Césaire tourne ainsi en dérision la physiognomonie et ses absurdes prétentions scientifiques. Je défie le craniomètre, homo, sum, etc. S'amuse Césaire. Dans Au cœur des ténèbres, c'est en Europe qu'un savant veut prendre des mesures craniométriques des Européens partant pour le Congo, comme si une vérité était à en attendre. Pour revenir à l'extrait considéré du cahier d'un retour au pays natal, Césaire présente la misère avec une majuscule qui en fait un monstre, comme l'impitoyable responsable de l'apparence grotesque de l'homme décrit, animal humain sublime en son milieu, celui où il est grand comme un pongo, et ridicule au cœur de la civilisation matérialiste européenne. Influencé par le marxisme, Césaire invite son lecteur à considérer ce qui est le fruit d'un processus historique. Quant à l'animalité du poète révolté, elle se traduit par une violence susceptible d'effrayer le lecteur. Qui ne comprendrait pas davantage le rugissement du lion. Du tigre, pardon. Je pense à Hugo, vous êtes mon lion superbe et généreux. Le rugissement du tigre. Cette animalité revendiquée porte la trace de l'influence que le surréalisme a pu avoir sur Césaire. Et André Breton, on le sait, est l'un des premiers à saluer le génie de Césaire dans la préface intitulée « Un grand poète noir » à l'édition de 1947 du Cahier d'un retour au pays natal. Breton a rencontré Césaire et son épouse, Suzanne, qu'il qualifie de « belle comme la flamme du punch », donc il les a rencontrés en 1941. Breton s'enthousiasme à propos du poème de Césaire, le plus grand monument lyrique de ce temps, à ses yeux. L'auteur de Nadja loue ce poète épris d'universel et affranchi des barreaux de la logique traditionnelle, et je cite Breton. Et ici s'inscrit en caractère dominant ce dont le surréalisme a toujours fait le premier article de son programme. La volonté bien arrêtée de porter le coup de grâce au prétendu bon sens, dont l'impudence a été jusqu'à s'arroger le titre de raison. Le besoin impérieux d'en finir avec cette dissociation mortelle de l'esprit humain, dont une des parties composantes est parvenue à s'accorder toute licence aux dépens de l'autre, et d'ailleurs ne pourra manquer d'exalter celle-ci à force d'avoir voulu la frustrer.
Si les négriers ont physiquement disparu de la scène du monde, on peut s'assurer qu'en revanche, ils sévissent contre l'esprit, où leur bois d'ébène, ce sont nos rêves. C'est plus de la moitié spolié de notre nature. C'est cette cargaison hâtive qu'il est encore trop bon d'envoyer croupir à fond de cale. En ce sens, on peut dire que le cahier d'un retour au pays natal est à double titre un poème de la mémoire. Mémoire d'un passé douloureux, traumatique, mais aussi mémoire de la puissance d'imagination dont est porteur l'esprit humain. Ce souffle que l'imagination confère au poème se traduit par des images saisissantes, dans lesquelles l'animalité joue un rôle décisif, et par une vision résolument utopique d'un avenir que l'on peut concevoir radieux. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme. Et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence, car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde, mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer, et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction, immobilisé au coin de sa ferveur. L'animalité revendiquée par Césaire contraste avec l'animalité dénoncée par Conrad. Il faut dire que l'auteur d'Au cœur des ténèbres a une vision très sombre de l'humanité. Dans une lettre à son ami socialiste, Cunningham Graham, Conrad écrit en français le 8 février 1899, non sans un brin de provocation, « L'homme est un animal méchant. Sa méchanceté doit être organisée. Le crime est une condition nécessaire de l'existence organisée. La société est essentiellement criminelle, ou elle n'existerait pas. C'est l'égoïsme qui sauve tout, absolument tout. Tout ce que nous abhorrons, tout ce que nous aimons. » Ayant fort apprécié Au cœur des ténèbres, Cunningham Graham, qui a été président du Parti travailliste écossais de 1888 à 1895, a proposé à Conrad de participer le 8 mars 1899 à une réunion pacifiste sous l'égide de la Social Democratic Federation. Parmi les intervenants socialistes figurait Jaurès. L'éloge de l'égoïsme, ou du moins ce que Conrad nomme tel, comporte de ce fait de sa part une certaine provocation, ou à tout le moins une franchise rare. À travers l'animalité de l'homme qu'il rejette, en fait, Conrad dénonce le matérialisme des sociétés européennes. Par sa recherche incessante de profit, Kurtz, l'homme qui a l'appétit de l'ivoire, la soif de l'ivoire, Kurtz incarne ainsi de manière hyperbolique le travers de la société occidentale que dénonce l'auteur de Cœur des ténèbres. La perversité de l'être humain est associée à des images d'animalité. Dans le cas de Kurtz, le signe qu'il a perdu toute humanité, son visage d'ivoire, et là, on trouve déjà ce jeu sur le blanc, sur le noir, l'ivoire renvoyant à cette soif de richesse, mais sa blancheur renvoyant à la mort, Ivory Face, dans le texte de Conrad, au moment de son agonie, visage d'ivoire. La jeune femme qu'aime Kurtz, et qui aime Kurtz, en deuil, est simplement pâle de visage, with a pale head, écrit Conrad. Cette personne aimante est décrite, sans référence à l'animalité, comme une vision. Alors, comment restaurer l'humanité? Peut-on restaurer l'humanité? Tel est l'objet de cette dernière partie. Le récit de Conrad s'achève sur la comparaison entre Marlowe et Bouddha, qui suggère qu'au terme de son périple, le navigateur a dépassé le stade de l'humanité ordinaire. Marlowe se tut et resta assis à l'écart, invisible et silencieux, tel un Bouddha en pleine méditation. Pendant un moment, personne ne bougea. La marée a tourné et nous ne nous en sommes pas avisés, dit soudain l'administrateur. Je levai la tête. En direction du large s'élevait une barrière de nuages noirs, et le cours d'eau tranquille, menant aux confins de la terre, coulait sombrement sous un ciel couvert, comme s'il menait au cœur d'infinies ténèbres. Fin. Conrad nous a invités à voyager au cœur des ténèbres, par l'entreprise de son double Marlowe. Ce voyage au cœur de l'humanité, qui est un voyage au cœur de l'animalité de l'être humain, invite à dissiper les ténèbres et à les séparer de la lumière, en somme à voir clair, privilège de cet animal pensant, peut-on espérer, qu'est l'homme. Ce faisant, la référence à Bouddha et à sa sagesse est à prolonger par une autre référence religieuse, biblique celle-ci. Dans le livre de la Genèse, le premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres ou de la ténèbre. Or, le romancier est lui-même créateur, et par sa création qui est claire, il élève l'homme au-dessus de l'humanité ordinaire, cupide, et de l'animalité ordinaire, dépourvue pour l'essentiel de cette conscience de soi. La marée a tourné.
De même, le lecteur est invité subrepticement par Conrad à tourner son esprit vers lui-même et à s'interroger sur son animalité et sur la singularité de son humanité. La sagesse est à ce prix. Il est tentant de faire le rapprochement avec la toute fin du Cahier d'un retour au pays natal de Césaire, elle aussi empreinte de références religieuses, alors que ni Césaire ni Conrad ne sont des zélateurs de la religion. Je cite Césaire. « Monte, colombe, monte, monte, je te suis, imprimé en mon ancestrale cornée blanche, monte, lécheur de ciel. Et le grand trou noir où je voulais me noyer l'autre jour, l'autre lune, c'est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique de la nuit, en son immobile vérition. » Comme nous le savons, la colombe, écho aux tourterelles de la première page, est le symbole de l'Esprit Saint pour les chrétiens. Chez Césaire, il faut y voir, outre la quête d'une paix intérieure, l'affirmation que l'Esprit est saint et que la parole poétique élève l'homme. Cette élévation contraste avec l'attitude des siens, vautrée dans la paresse et la soumission, évoquée au début du recueil, Rupaille. Il s'agit d'être, selon une formule récurrente, debout et libre. Le cheminement de l'être humain vers lui-même passe par des processus qui l'arrachent à sa nature animale. Première, Homo erectus, Homo sapiens sapiens. Parmi les espèces animales, nous sommes celles que l'on qualifie d'homo faber, être qui fabrique. D'où l'ironie dans le récit de Conrad lorsque le fabricant, justement, ne fabrique pas grand-chose, le fabricant de tuiles. Parmi les espèces animales, donc, Ricoeur a bien montré, dans Histoire et Vérité, que la singularité de l'être humain vient de ce que c'est un être de progrès, qui transmet ses inventions par le support du langage. Il écrit à ce propos. Donc, Ricoeur. Si l'homme tranche de manière si visible sur la nature, c'est d'abord parce qu'il travaille, et qu'il travaille avec des outils. Le savoir aussi est à sa façon outil, disons instrument. Tout ce que l'homme a appris, tout ce qu'il sait penser, dire, sentir et faire, tout cela est acquis. Le savoir se stratifie, se sédimente comme les outils et les œuvres issues de ces outils. Concrètement, c'est l'écriture et de façon plus décisive l'imprimerie qui ont permis à la connaissance de laisser des traces et de s'accumuler. Que nous suggère ainsi le poème de Césaire par ses mystères et ses éclats? Que l'être humain est un animal qui n'est pleinement lui-même que lorsqu'il forge cet outil nécessaire à l'expression et à la quête de son humanité qu'est la langue poétique. C'est en cela qu'il se fait lécheur de ciel. Son animalité reconquise, celle qui est associée à la sauvagerie et à la liberté, est une condition requise pour qu'il puisse s'élever et se faire grand. Césaire croit au pouvoir des mots et sait que le poète est créateur conformément au sens de son étymon grec. C'est en ce sens qu'il faut entendre la réponse de Césaire à la question de Jacqueline Lenner qui lui demande qui il est fondamentalement. C'est parce que je ne le sais pas, que j'ai conscience de ne pas le savoir et que j'entreprends de le savoir, que je suis poète. J'entreprends de le savoir par l'écrit, par le texte, par le mot. Autrement dit, c'est par le mot que j'accède à l'être. Je suis poète parce que je ne suis que par le poème. En bref, ce que je suis fondamentalement, c'est un homme de parole, autrement dit, un poète. Glosons. Césaire nous dit par ces mots que l'être humain est un animal qui a la capacité de s'emparer du langage, élément dans lequel il baigne, pour poser la question du sens et de sa vérité. Lorsqu'on parle de la dimension orphique de la poésie de Césaire, cela renvoie au fait que le sens n'est pas donné au lecteur, mais à conquérir par ce dernier. On peut y voir l'influence décisive de Rimbaud. La dimension orphique ne renvoie pas simplement au caractère ardu du texte de Césaire, que vous avez pu expérimenter soit par sa lecture, soit à travers l'écoute de certains de ses vers ou de ses passages. Cette dimension orphique suggère que la poésie est révélation, et le comprend alors mieux cette voix qui vrille la nuit et l'audience, comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. On peut songer à Socrate, se comparant à un ton, selon la région dont on est originaire. Comme le philosophe, le poète dérange, pique, mais pour le plus grand bien de celui qui est piqué. La guêpe est apocalyptique, au sens premier, en grec, d'apocalypse qui désigne une révélation. Nouvel Orphée, Césaire se livre dans le Cahier d'un retour au pays natal à une véritable catabase, une descente aux enfers, tel un héros antique. Ce faisant, il nous invite à parcourir, je cite, « ces chemins sans stèle, ces chemins sans mémoire ». Césaire donne voix et fait revivre en imagination au lecteur l'horreur du voyage des esclaves noirs arrachés à leur terre natale, comme s'il était l'un des leurs, ou un témoin de la scène, grâce au procédé de l'hypotypose, description réaliste et animée. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer.
les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des farfouillis de vermine parmi des lassitudes. Dans le Capharnaüm qu'il décrit, Césaire met en évidence la confusion de l'homme et de l'animal, de l'humain et du bétail. Il érige de la sorte une mémoire qui confère à son œuvre une portée poétique, mais aussi éminemment et évidemment politique au sens large. Avec cette Néquia, ce séjour parmi les morts, Césaire plonge sans ménagement son lecteur dans une double odyssée, celle de l'histoire et à travers elle, celle de l'âme humaine, capable du pire, mais aussi du meilleur, grâce à la danse Brice-Carcan, Saute prison, la danse des mots a franchi le poète, la danse des mots a franchi grâce au poète. En remontant le fleuve Congo, comme Conrad quelques années avant d'écrire Au cœur des ténèbres, Marleau a pour sa part, malgré l'expérience de ce que l'on peut voir comme une catabase, la sensation étrange de remonter à la source de l'humanité et au monde d'avant la civilisation. Remonter ce fleuve, ce fut comme remonter jusqu'au tout début du monde, à l'époque où la végétation envahissait toute la terre et où les grands arbres étaient rois. La coexistence entre animaux suggère une harmonie disparue. Je cite, « Sur les bancs de sable argenté, les hippopotames et les alligators prenaient le soleil côte à côte. » Les sauvages que Marleau entend avec leur tam-tam incarnent une humanité primitive qui n'est pas encore dénaturée par la cupidité et le matérialisme. Ce n'était plus la terre et les hommes. Non, ils n'étaient pas inhumains. Eh bien, c'était ça le pire finalement. Qu'ils ne soient pas, en fait, inhumains. Il fallait du temps pour s'en rendre compte. Ils hurlaient, bondissaient, tournoyaient, et ils grimaçaient horriblement. Mais ce qui vous faisait frémir, c'était justement l'idée de leur humanité, semblable à la vôtre, l'idée de votre parenté, même lointaine, avec ce tumulte sauvage et passionné. Dans une perspective qui rappelle celle de Montaigne, lorsque dans ses essais il souligne la supériorité morale des cannibales sur les conquistadors, Marleau relève lui aussi une certaine supériorité des sauvages anthropophages présents sur son bateau. En effet, ils font preuve de retenue malgré la faim qui les tenaille. Alors que les Européens présents sur le vapeur ont jeté à l'eau la viande d'hippopotame, il faut dire qu'elle est en décomposition, que les cannibales avaient apportée. Mais de quelle retenue s'agit-il ? Il serait facile à ces sauvages, du fait de leur supériorité numérique et de leur vigueur, de tuer les Blancs et de les manger. Marleau le remarque, le note. En revanche, les Européens ne font preuve d'aucune retenue quand il s'agit de s'emparer de richesses. Si l'on reprend l'allégorie de l'Anocygès, présente dans la République de Platon, on pourrait dire que les Européens commettent le mal sans scrupule, hormis le jeune russe, dans le récit de Conrad. Donc les Européens commettent le mal sans scrupule dans ce contexte dès lors qu'ils se sentent invisibles et bénéficient d'une impunité. Dès qu'ils tournent le chaton de l'anneau, toute conscience morale disparaît en eux, signe que l'humanité est perverse. Marleau surprend ainsi une conversation entre deux ambitieux, dont l'un déclare « Dans ce pays, on peut tout faire. Absolument. C'est bien ce que je dis. Il n'y a personne ici. Ici, tu entends, qui puisse menacer ta position. C'est le sentiment d'impunité qui crée les conditions d'un comportement régressif, comme le confirme la suite où l'Europe est associée à l'idée de morale et de garde-fou. Parce que tu résistes au climat, tu les enterres tous. Le danger, c'est l'Europe. Finalement, toute l'ambiguïté du récit s'impose dans les dernières pages d'Au cœur des ténèbres. Le cri « Quelle horreur !» poussé par Kurtz, au moment de son agonie, désigne-t-il l'approche de la mort, sa vie, l'entreprise coloniale, ou plus largement l'âme humaine? Toujours est-il que Marleau considère que cet être, qui s'est comporté de manière si brutale, Kurtz, par cupidité, il le considère comme un homme remarquable, car, je cite, « lui avait quelque chose à dire, et il l'a dit ». Paradoxalement, le double de l'auteur est finalement peut-être davantage Kurtz que Marleau, qui se trompe fréquemment dans ses interprétations et peine à accéder à un savoir. En effet, Kurtz, dont on ignore la profession véritable, est présenté tour à tour comme un peintre, un musicien, un journaliste. Sa maîtrise de l'éloquence, louée par tous, fait songer à la maîtrise de la langue par l'écrivain, et la référence au journalisme peut être vue comme le signe que le récit de Conrad constitue une chronique de son temps, à certains égards. Quant à « exterminez-moi toutes ces brutes », la note que Kurtz oublie avoir écrite au-dessous de son rapport idéaliste en faveur des autochtones, rapport demandé par la Société internationale pour l'abolition des coutumes barbares, cette note
« Exterminez-moi toutes ces brutes » révèle une nature double, voire schizophrénique. De même qu'il y a deux narrateurs dans Au cœur des ténèbres, le premier narrateur est Marlowe, il y avait au moins deux êtres en Conrad, un idéaliste et un sceptique. Conrad écrivait à ce propos « Homo duplex, cela veut dire bien des choses dans mon cas. » Si la note de Kurtz est évidemment choquante, encore faut-il savoir de quelle brute il est question. N'oublions pas que c'est Marlowe qui rapporte cela. Les sauvages ou les Européens? Hypothèse que Marlowe ne semble pas envisager, alors qu'il présente ces derniers comme bêtes et féroces, justement. Et il ne faut pas oublier que Conrad se disait lui-même favorable, avec une provocation évidemment évidente, à une extermination générale, tant la corruption de l'humanité lui répugnait. Je sens que malgré votre patience, il va falloir être temps de songer un jour à conclure. Que retenir au terme de cette confrontation entre le récit de Conrad et le poème de Césaire? Il ressort que faire dialoguer ces deux auteurs, tous deux attachés à leur terre natale, c'est confronter le pessimiste Conrad et l'optimiste Césaire. Le premier ne croit pas aux utopies politiques, alors que le second s'est lancé avec énergie dans le combat politique. Profondément attaché à la mémoire de la Pologne, Conrad oppose ainsi ce qu'il nomme lui-même l'idée nationale et l'idéal socialiste, ou toute forme de fraternité internationale. Il reproche aux socialistes de son époque leur manque d'intérêt pour la cause polonaise. Conrad s'est même montré critique à l'égard de la démocratie, qu'il qualifie de « très beau fantôme » par scepticisme. Comme le note, je me lance, Zwislaw Najder, dans la biographie qu'il consacre à Joseph Conrad et dans laquelle il récuse la vision propagée par la plupart des biographes d'un Conrad conservateur, je cite, « Si Conrad s'opposait à la démocratie, c'était d'un point de vue non pas politique, mais théorique, philosophique et psychologique. Il n'était partisan d'aucune autocratie, aristocratie, monarchie ou oligarchie, ou toute autre forme particulière de gouvernement. S'il raillait la démocratie, ce n'est pas parce qu'il avait mieux à proposer. Il se démarquait à cet égard d'Anatole France à ses débuts. En fait, le scepticisme dont il faisait preuve à l'endroit de toute doctrine politique et théorie généralisante lui venait en droite ligne de son père, Apollo. Cette divergence radicale entre Conrad et Césaire explique le fait que le rejet de la colonisation, aussi bien dans Au cœur des ténèbres que dans Cahiers d'un retour au pays natal, se dise à travers la pierre de touche de l'humanité, de l'animalité, mais dans des perspectives différentes. Donc pierre de touche de l'animalité, mais avec des perspectives différentes. Pour Conrad, favorable à la colonisation avant de découvrir la réalité coloniale au Congo, les exactions commises par les Blancs sont révélatrices de l'animalité de l'homme et contredisent de ce fait les discours généreux ou calculateurs sur la mission civilisatrice des Européens à l'égard du reste du monde. Là où l'animal se fait jour dans le comportement humain, Conrad voit une chute, un retour à une nature mauvaise. Conforme en cela à l'idée grecque que la culture vise à arracher l'être humain à la nature afin qu'il se fasse pleinement homme, Conrad dénonce la nature animale de l'être humain. Son pessimisme se traduit par la présence persistante des ténèbres à la toute fin d'Au cœur des ténèbres, lorsque le premier narrateur reprend la parole après le long récit de Marlowe. Je vous ai déjà lu le passage. Je levai la tête en direction du large, s'élevait une barrière de nuages noirs, et le cours d'eau tranquille menant aux confins de la terre coulait sombrement sous un ciel couvert, comme s'il menait au cœur d'infinies ténèbres. Cette fin contraste avec le supplément Voyage de Bougainville de Diderot, autre œuvre dénonçant l'entreprise coloniale européenne, et qui se clôt sur l'apparition de la lumière, métaphore d'un dialogue entre A et B qui fait apparaître la vérité et signe de la confiance de l'auteur en la raison. Conrad est pour sa part semblable à bien des égards à Marlowe, que caractérise son amertume, son scepticisme et son ironie. Il dénigre volontiers ses œuvres. Je suis content que vous ayez lu The Heart of Darkness, bien que ce soit une effroyable mélasse, écrit-il le 1er décembre 1903 à Roger Casement. Chez Césaire, en revanche, si la dénonciation du fait colonial est tout aussi virulente, elle est associée à l'éloge d'une certaine animalité de l'homme, dont le côté sauvage est loué par rejet de la barbarie et de la violence des colonisateurs. Dans la pensée et l'imaginaire de Césaire, puisque le colonisé a été réduit à l'état de bête à travers la pratique de l'esclavage, l'animal est volontiers valorisé dans l'œuvre césarienne, même si celle-ci comporte un bestiaire dont une partie a une visée dépréciative, nous l'avons vu. Le souffle qui traverse la poésie de Césaire inspire la révolte et l'espérance, ce qui explique qu'un poète plus récent, Jean-Pierre Siméon, que tu citais, Laurence, close son dernier recueil, Levez-vous du tombeau, excellent recueil paru en mars dernier,
par une ode à Aimé Césaire qui comporte ces vers. « Alors nous avons besoin de toi, Aimé Césaire. Oui, nous avons besoin de toi plus que jamais, comme de tous ceux de ta trempe. Nous avons besoin du poète irrémédiable, qui dans son hymne affranchit d'un coup l'âme humaine de ses esclavages. Il est temps, il est grand temps de faire retour à la poésie, notre pays natal. » En définitive, qu'il s'agisse de Cœur des Ténèbres ou de Cahiers d'un retour au pays natal, ces deux œuvres fascinantes nous invitent à nous demander, conformément à la formule d'Aimé Césaire, qui et quels sommes-nous ? Admirable question. Marleau, dans le récit de Conrad, se demandait déjà, nous autres, nous étions égarés ici, nous qui étions égarés ici, qu'étions-nous donc ? Et si vous me permettez de conclure ma conclusion, puisque dans leur infinie générosité, les organisatrices et organisateurs nous ont laissé beaucoup de temps, je vous propose non pas de conclure, mais de prolonger brièvement mon propos sur les rapports entre l'humain et l'animal par l'écoute d'un poème de Taslima Nasrine qui ouvre son recueil Femmes, poème d'amour et de combat, où l'aliénation féminine est dite à travers l'évocation d'une nature cannibale. Rejet de la colonisation du corps féminin par l'homme, pourrait-on dire. Vivre. Je vis ma vie dans un cercueil, sans cafard et quelques vers m'accompagnent. Je vis parce que je n'ai aucune alternative que de vivre. Les cafards et les vers n'ont pas d'autre choix, eux non plus. Des âmes vivent dans un cercueil. Nous nous toisons tous d'un œil vitreux. Nous nous mangeons, nous nous buvons les uns les autres, en nous demandant pourquoi nous vivons. Je ne connais pas la réponse. Les cafards et les vers l'ignorent eux aussi. Je vous remercie. Intelligenti Pauca. Merci beaucoup Stéphane pour cette communication riche, dense, qui donne à penser, hein, et puis aussi peut-être qui donne à réagir, je pense. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques, des réactions aussi peut-être, ça peut ne pas toujours être simplement des questions, ce que ça vous a amené aussi à ressentir, parce que je crois que ça interpelle et ça peut faire résonner, hein, ton propos. Je voulais juste... je sais pas si là ça marche. Oui. Non, je voulais juste te remercier pour nous avoir fait entendre ces textes qui sont magnifiques. Franchement, c'est des immenses poètes, de grands auteurs, vraiment, Conrad et Césaire, et puis aussi pour la qualité de l'écriture, en fait, de ta communication, parce qu'on voit que tu as un réel amour de ces langues, et tu nous as fait aussi savourer ta langue. Enfin, je trouve que c'est une intervention avec d'une très belle poésie, avec vraiment une langue qu'on a vraiment pu on a pu être dans un rapport de délectation, je trouve vraiment. Voilà. Merci. Il peut y avoir des contestations aussi. Puisque je fais l'éloge de la liberté. Non, alors moi je vais y aller. Alors moi ce qui m'a ce qui m'a interpellée dans ta communication, c'est ce lien que tu as mis en place entre Césaire et Conrad autour du fait de partir. Et quand je me suis plongée au cœur des ténèbres, parce que je ne sais pas si on peut lire au cœur des ténèbres, j'ai vraiment l'impression qu'on plonge dans quelque chose comme ça. Quand je me suis plongée donc au cœur des ténèbres, il y a un passage qui m'a interpellée, qui en fait a guidé toute ma lecture dans ce rapport à l'animalité. C'est quand, au moment de partir, il va voir le médecin. Et le médecin lui dit « Ah, vous allez partir au Congo, et de toute façon, vous n'en reviendrez pas indemne. Ça va, tous ceux qui en reviennent sont d'une certaine manière traumatisés. » Bref, il y a quelque chose de l'ordre de la folie, quoi. Vous allez partir et vous allez frôler, voire vous allez devenir fou. Et le fait est, on voit cet homme qui part au Congo, on le suit, et on découvre une terre inconnue. Enfin, mais inconnue, non pas dans le sens qu'on ne connaît pas, mais c'est un monde inconnu qui nous transforme.
et à un moment qui nous transforme ou qui, au contraire, nous déconstruit. Moi, j'ai plus eu ce sentiment, ce sentiment d'une déconstruction de notre humanité qui, effectivement, nous amène à l'animalité. En fait, il n'y a pas dans cette logique de la bestialité, si on entend par animalité, bestialité, il n'y a pas d'autre animalité que celle de l'homme, quoi. Voilà, et excepté ce passage que tu mets en parallèle avec Montaigne sur les cannibales, c'est-à-dire à la limite, peut-être le plus bestial encore n'est pas encore celui qu'on croit, quoi. Enfin, tout n'est que jeu, tout n'est qu'apparence. Cette descente, cette avancée vers les ténèbres, qui est aussi cette descente aux enfers, enfin c'est une descente infernale aux enfers. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est le style de Conrad, qui est un style qui t'emmène comme avec une espèce de langueur dans l'horreur. Donc ces fameux mots de Kurtz à la fin, horreur, quoi. Effectivement, c'est une horreur lente, avec cette moiteur du climat que tu ressens. Enfin, il y a quelque chose du coup qui vient t'étouffer, qui vient te prendre à la gorge et qui t'interpelle. C'est-à-dire, tu as le sentiment que dans cet espace nouveau qui s'ouvre à nous, lecteurs, donc ce Congo des années 30, tu nous dis, on se dit, mais si nous-mêmes on y avait été, donc tu as deux solutions, soit tu meurs, parce que tu supportes pas le climat, les conditions, etc., soit tu deviens pareil. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait pas de possibilité de rester humain alors j'ai envie de dire dans cet enfer, mais en fait dans ce pays qui te transforme parce que effectivement ça met en avant ton avidité, en fait. C'est notre avidité, notre cupidité qui nous font devenir des êtres immondes, en fait. Oui, donc là c'est le Congo des années 30, c'est le Congo de Gilles, là c'est le Congo des années, du début du siècle, du début du XXe siècle, qui est sans doute plus effroyable pour les autochtones que le Congo déjà terrible des années 30. Il y a un personnage qui essaie de garder son humanité, c'est un personnage qui est le jeune russe. Ouais. Mais ce personnage, pour ceux qui n'ont pas lu l'œuvre, je le décris, il a un habit bariolé, etc. Ce personnage idéalise Kurtz, le vénère, il y a une relation un rapport presque érotique, amoureux, il attend le retour de Kurtz, etc. Donc ce personnage est dans l'illusion, l'erreur, finalement, et pourtant c'est lui qui a gardé une part d'humanité, qui refuse de s'en prendre aux populations locales. Oui, je pense que dans ce que tu dis, la déconstruction de soi, c'est terrible. Moi je vois chez Conrad une amertume souffrante, on pourrait le voir comme cela, et c'est peut-être pourquoi son style est entre ironie et tragédie, parce qu'on l'ironie nous impose un décalage perpétuel, effectivement. Et tu parlais de folie, ce qui m'a aussi donné l'idée de rapprocher Conrad et Césaire, idée qui n'est pas forcément originale, c'est le fait que chez Conrad, la fièvre emporte, la fièvre tue, au sens propre, au sens médical. C'est aussi la soif, la fièvre de l'or, la cupidité, etc. Donc le récit de Marlowe, le second narrateur, celui qui raconte l'histoire la plupart du texte, c'est un récit qui peut être lui-même contesté, qui n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Donc on est dans un récit enfiévré, si je puis dire, finalement. Alors que chez Césaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une fièvre, mais une folie revendiquée, en quelque sorte. Et Césaire, voilà, et libératrice. Alors que l'autre, non. Et paradoxalement, c'est celui qui se présente comme héritier des souffrants, comme descendant des souffrants, qui va avoir cette folie libératrice, cette folie positive, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant chez Conrad, c'est que ce rapport à l'ivoire, c'est quand même le massacre des animaux. Oui. Tout tourne autour du massacre. Tout le monde massacre tout le monde là-dedans. Oui. Alors qu'à l'origine, c'est pour ça qu'on présente les alligators et les hippopotames comme étant, au contraire, en harmonie avant l'arrivée et puis très calme. Quand il les décrit, ils sont calmes, les alligators et les hippopotames. Ce qu'on pourrait craindre le plus, là encore, n'est pas nécessairement là où on croit, quoi. Mais par contre, je pense que tu as eu raison d'insister sur, d'un côté, une critique de l'animalité chez Conrad, l'animalité qui nous tirerait vers une déshumanisation de notre relation à l'autre. Et vraiment, ce que je trouve très beau, ce qui m'a beaucoup
touché dans ta communication, c'est la valorisation de l'animalité chez Césaire, parce que on a l'impression par rapport à... bon, parce que là encore, moi je retrouve un lien avec Montaigne, on a l'impression que par rapport à toute cette prétention humaine, dominatrice, d'extravagance, etc., finalement revenir à l'humilité de l'animalité, ranger l'homme vivant parmi les vivants, que ça nous inscrit quand même dans davantage finalement d'humanité au sens de fraternité, de valorisation, parce qu'il y a finalement une sagesse du mode d'être animal. On disait les hippopotames restent tranquilles, il y a une espèce de tranquillité du monde animal par rapport à la violence et l'extravagance du monde humain et de la civilisation, que je trouve vraiment intéressante, quoi. Enfin, tu as l'humilité, le retour à la terre, Bumus, et puis en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, dans la vision animale de Césaire, dans le cahier d'un retour au pays natal du moins, dans son théâtre, c'est un théâtre plus pessimiste, j'ai envie de dire, au lendemain de la décolonisation. Chez Césaire, il y a une vitalité associée à l'animalité. Il y a un terme que je n'ai pas évoqué, mais c'est le terme de galop, terme qui concerne à la fois l'animal et puis son texte, le rythme du texte, le rythme poétique. C'est ça, l'animalité comme source de créativité, oui. Quoi. Ah, oui. Et du coup d'énergie politique aussi, finalement, de force de combat. Ce que tu peux pas avoir chez Conrad. Voilà, il y a un tel pessimisme que, effectivement, même le socialisme n'y résiste pas. Alors, il assiste à la réunion à laquelle on l'a invité, quelques mois après avoir publié Au cœur des ténèbres en revue, il y assiste, il y a une affinité de compassion, on va dire, avec des personnes comme Jaurès et d'autres, mais il ne croit pas dans ces combats collectifs. Oui. Parce que d'une certaine manière, j'ai envie de dire, quand tu as vécu cette expérience-là, tu ne peux plus croire en l'homme. Oui, et puis n'oublions pas aussi que Conrad, c'est quand même un Polonais humilié. D'où l'ironie peut-être lorsque le seul humain est un jeune Russe. Donc c'est une personne qui a perdu sa nation, qui a quitté sa nation, donc il est déjà en ce monde en exil. Ouais, il est dans le partir. Et il n'y a pas vraiment eu de défense de la Pologne, parce qu'elle a été démantelée. Est-ce que vous voulez réagir à votre tour ? Ce sont des thématiques fortes, hein. Ça vient toucher au cœur, hein. J'ai envie de dire, dans ce que l'on a de plus profond quand même. Dans les deux cas, je trouve, ce rapport à l'animalité vient réveiller quelque chose en nous. Soit l'aigle, et tu te bats pour ta liberté, ta dignité, voilà, tu as l'œil à la fois perçant et les serres acérées. Soit, de l'autre côté, tu as terminé sur la notion de ver et de cafard, hein. C'est ça. Moi, j'ai presque le sentiment chez Conrad qu'on est dans le ver. Ça grouille. Ouais. Ça grouille. Voilà. Ça grouille, ça se mange, ça se dévore, ça s'entre-dévore, ça meurt. Et du coup, la valeur d'une vie humaine, il n'y en a pas. Les plus forts vont survivre, souvent les plus forts biologiques. Ce qui fait que je suis fort, c'est que tout bêtement, je ne meurs pas, quoi. Je suis toujours là, donc vous êtes obligé de compter avec moi. Ce qui est terrible, c'est que c'est le discours finalement des opportunistes, qui en quelque sorte est présenté comme réel dans le texte, incarnant la réalité. Par-delà la fièvre généreuse, les éléments passionnés qu'on puisse avoir. En revanche, attention, dans le texte de Tassima Nasrin, sur un texte d'ouverture de ses poèmes d'amour et de combat, il y a une disponibilité pour une utopie politique chez Tassima Nasrin, qui est un auteur, pour ceux qui ne la connaissent pas, un auteur féminin du Bangladesh, condamnée à mort en son pays, persécutée, donc elle est retournée en son pays quand sa maman est morte, il y a eu 200 000 manifestants, 7 ou 8 morts, etc. Donc elle a quelques défauts, elle est femme, elle est athée, elle est médecin, elle est écrivain. On arrête dans ses défauts. Et elle s'exprime. Je n'ai pas dit qu'être religieux était un défaut, attention. Mais ne prenez pas le contrepoint de ce que j'ai dit, mais par rapport à certaines visions, justement, elle incarne le mal. Et donc, chez Tassima Nasrin, il y a un très beau poème invitant de manière symbolique, j'espère, à la castration du mal, M-A-L-E. C'est perfectionnera. Pourquoi t'espères? Castration de la phallopratie. Merci. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause et qu'on reprenne donc à 15h30
avec l'intervention de Flore d'Ambrosio-Boudet portant sur l'espèce humaine, conjuguée antifascisme et écologie face à l'urgence présente. Merci beaucoup.